Bienvenue, Nabil Benazouz. Merci, c'est Rachid. C'est un plaisir d'être parmi vous aujourd'hui et de pouvoir échanger autour de l'actualité. Autour de l'actualité, effectivement, et l'actualité qui est largement dominée par les professions libérales, dont celle que vous représentez aujourd'hui, parce que je rappelle que vous êtes président de la Fédération marocaine du conseil et de l'ingénierie, et donc des professions libérales qui sont en colère. Alors peut-être démarrer avec vous sur, est-ce que vous êtes en colère, vous, vis-à-vis de ces nouvelles dispositions fiscales, nouveaux régimes fiscaux proposés dans le projet de loi de finances 2023? On est surpris d'abord. On est surpris parce que vu la tendance connue ces dernières semaines et ces derniers mois et même ces dernières années, et vu la démarche adoptée avec les pouvoirs publics, on est vraiment surpris. Pourquoi? Parce que... Qui vous soit tombé dessus, c'est ça que vous êtes non, parce qu'en fait, nous avons une démarche qui s'inscrit dans le temps, qui est pérenne et aussi qui traite les questions à différents termes, court, moyen et long terme. Et là, cette mesure-là est venue comme une fausse note. Parce qu'effectivement, nous, on a fait les avocats. D'ailleurs, on va revenir sur les avocats parce qu'il y a un dénouement, oui, a priori, au bout de 2h30 hier, qui aurait été trouvé entre le gouvernement et les corps, en tout cas le corps des avocats. Mais vous, en tant que président de la Fédération marocaine du conseil et de l'ingénierie, qu'est-ce qui pourrait changer? Quelles sont les dispositions fiscales ou administratives, en tout cas dispositions fiscales, qui vous dérangent? Est-ce que c'est comme les autres, vos homologues, des médecins, dentistes, géomètres, topographes, architectes, à savoir la retenue à la source? Est-ce que c'est ça principalement qui constitue le point de tension, j'ai envie de dire, avec l'exécutif dans le cadre du projet de loi de finances 2023? En fait, dans ce projet de loi de finances, il y a quand même des choses positives. Il y a des dispositions qui sont à l'honneur de l'équipe aux commandes aujourd'hui. Mais, il y a un grand mais, il y a aussi des dispositions qui ne sont pas tout à fait opportunes et surtout, à notre avis, qui émanent d'un raccourci dangereux. C'est-à-dire, est-ce que vous êtes concerné par la mise en place de la retenue à la source? Oui. On est bien d'accord. Alors on est concerné de par le fait que notre fédération regroupe les bureaux de conseil d'ingénierie qui sont en général organisés en société SA, oui, voire SARL, et quelques entités de personnes physiques. Et donc, les SA et les SARL, comme vous le savez, sont déjà régis par le système de l'IS, le régime de l'IS, et l'IGR, bien sûr, pour leurs collaborateurs et collaboratrices. Et donc, finalement, cette retenue à la source qui va taxer, en quelque sorte, le chiffre d'affaires... Vous, c'est sur le chiffre d'affaires, c'est pas sur le bénéfice net, le bénéfice fiscal. Ah non, sur le chiffre d'affaires. Non, mais je vous pose, parce qu'il y a des variables dans ce sens. Et donc, on voit dans cette mesure un double emploi, en fin de compte. Et surtout, comment on va l'appliquer? Mais selon vous, cette décision qui a été prise par ce gouvernement, alors, je ne vais pas dire votre ministre de tutelle, mais en tout cas, c'est à la fois la ministre de l'économie et des finances et le ministre du budget, en l'occurrence, Fawzi Larja. Est-ce que selon vous, vous arrivez à identifier éventuellement quelle a été la source de motivation? Quand on voit aujourd'hui les professions libérales, assises de la fiscalité, c'était en mai 2019, un certain nombre de recommandations dans les radars des professions libérales, pas spécifiquement le conseil de l'ingénierie, mais en tout cas dans les radars, voilà, donc considérant qu'il y avait peut-être de véritables niches, je crois savoir de mémoire que la DGI avait évalué un manque à gagner de 5 milliards de dirhams par an auprès des professions libérales au niveau de l'IR professionnel. Donc est-ce que le conseil de l'ingénierie, il y a aussi la volonté de clarifier, de rendre plus transparent, et puis aussi de taxer, en tout cas d'imposer comme il se doit cette profession? Je suppose qu'il y a eu un traitement global, donc il y a eu un besoin, et ce besoin a fait appel à un certain nombre de leviers. Et donc, parmi les leviers, il s'agit de ces professions libérales. Maintenant, au sein de ces professions libérales, les contraintes et les enjeux et les défis ne sont pas les mêmes, bien entendu. Vous n'avez rien à voir avec les avocats? Même si on aura été traité de la même manière. Vous n'avez rien à voir avec les avocats, avec les médecins, avec les topographes, avec les architectes? Il y a des différences. Ouais. Alors, tout dépend des professions. Il y en a celles avec qui il y a des ressemblances. Il y en a celles qui sont
je dirais, loin de nos spécificités. Qui c'est qui vous ressemble le plus? Est-ce que les médecins libéraux vous ressemblent ou pas? En général, ceux qui opèrent au niveau de notre écosystème, sûrement, nous ressemblent très étroitement, à savoir les architectes, les cabinets de géomètres topographes. C'est sûr que ceux-là, non seulement ils nous ressemblent, mais ils sont concernés par les mêmes problèmes que nous. Donc en même temps, donc par rapport à celles et ceux qui vous écoutent, et surtout qui vous écoutent très attentivement, Nabil Benazouz, qu'est-ce qui vous dérange? Pourquoi vous appelez, je crois que c'est ça en fait, vous appelez au retrait de la mise en place de la retenue à la source? Qu'est-ce qui vous dérange dans le fait que dans ce projet de loi de finances 2023, il y ait le souhait, en tout cas du pouvoir exécutif, d'instaurer l'imposition à la source et retenue à la source? Alors, avant de refuser et d'appeler au refus pur et simple, nous avons adressé une lettre solennelle à Madame la ministre de l'économie et des Finances. Oui, c'était le 31 octobre Le d'ailleurs. 31 octobre d'ailleurs. Nous étions parmi les premiers d'ailleurs. Ça fait 15 jours. Oui, ça fait un peu plus que 15 jours. Elle vous a répondu ou pas encore? Non. Et puis, on avait mis le chef de gouvernement en copie et on avait mis tous les ministères, pour ne pas dire les ministères signataires du contrat programme. On n'a pas parlé des ministres puisque une bonne partie des ministres avaient changé entre-temps. Et donc, on a exposé le problème devant ces responsables gouvernementaux et on leur a dit, si le but étant l'équité fiscale, à laquelle nous aspirons tous, peut-être ce n'est pas la bonne manière et la manière adéquate pour remédier et pour avoir et lutter en direction de cette c'est-à-dire que vous êtes en train de dire clairement, excusez-moi de vous interrompre, je crois que vous regroupez à peu près 600 cabinets de conseils, d'audit, d'ingénierie. C'est un volant à peu près de... Au Maroc, on est à 450 cabinets agréés au Maroc. 450 cabinets agréés. 10 000 à 15 000 collaborateurs, collaboratrices. Et un chiffre d'affaires de 4 milliards de dirhams de mémoire. Tout à fait. Voilà. Et puis notre fédération, les membres de notre fédération brassent pratiquement 80% du chiffre d'affaires, du volume d'affaires. Certaines professions libérales, on a vu qu'il y avait des pics de tension avec la Direction générale des impôts, des opérations de régularisation fiscale qui ont suivi d'ailleurs les assises en 2019, les avocats, les notaires, les topographes aussi, les architectes. Voilà. Est-ce que vous n'avez pas été concerné par ça? Vous avez été concerné? Au début, j'ai parlé de surprise. Oui. Pourquoi? Nous avons été surpris parce qu'il y a eu tout un processus qui a été mené depuis 2018, date à laquelle nous avions signé le contrat programme avec le chef de gouvernement, et avec adossé et avec des déclinaisons d'application avec chaque ministère qui concerne notre secteur. Et depuis cette date-là, nous n'avions pas signé ce contrat programme rien que pour prendre des photos, mais depuis cette date-là, nous avions instauré des commissions mixtes avec chaque ministère. Y compris le ministère des Finances, et du budget. avec lequel, bien sûr dans sa forme antérieure, avec lequel nous avions mené une dizaine de réunions avec la TGR, la Trésorerie Générale du Royaume, concernant d'autres sujets, à savoir les textes réglementaires, les décrets de passation des marchés, les CCAG. Et c'était d'ailleurs des échanges très fructueux. La fiscalité, non, ça n'a jamais été... Non, il y avait aussi une réunion avec la DGI, oui. La Direction Générale des Impôts. Et à l'époque, ce qu'on leur a demandé, c'est un traitement spécifique. C'est-à-dire, on ne leur a pas demandé d'amnistie fiscale, on ne leur a pas demandé de nous dispenser de quelque impôt que ce soit, mais on leur a demandé à ce que la veste soit sur mesure, tout simplement. À ce qu'on ne porte pas de la grande surface. Ce qui n'est pas évident non plus de tailler sur mesure une fiscalité en fonction de chaque secteur d'activité ou de chaque métier. Parce que notre activité, c'est Rachid, notre activité, elle est comme ça vaut la peine de lui tailler quelques mesures spécifiques. Je vais vous donner un exemple très rapide. Vous savez, nous avons des collaborateurs qui se déplacent énormément pendant le mois et pendant l'année. Oui. Et à tel point, à telle enseigne, qu'ils se retrouvent avec des frais de déplacement qui dépassent souvent leur salaire. Et donc, automatiquement, ces déplacements, souvent, sont rejetés ou sont imposés moyennant une régularisation parce qu'on considère que ce sont des salaires déguisés, alors que ce n'est pas le cas.
Voilà une spécificité. C'est comme ça, c'est les fameux frais de représentation qui donnent toujours lieu à des interprétations et autres. Mais donc, Nabil Melazouz, juste pour bien cadrer, donc, contrairement à certaines professions libérales, les cabinets d'audit et d'ingénierie n'ont jamais été concernés par une amnistie fiscale, n'ont jamais été concernés par les opérations de régularisation aussi qui ont été initiées pour avoir son quitus fiscal, ce qui était le cas de plusieurs professions libérales. Mais dans la mécanique que vous avez vue avec les avocats hier, on en parlait, entretien avec le chef de gouvernement, audience hier soir de 18h, on m'a dit à peu près 2h30, donc les travaux et les négociations se sont achevés tard dans la nuit, 20h30. Ouais. Donc voilà, les avocats a priori et le gouvernement sont tombés à peu près d'accord, sauf que le chef de gouvernement, Isaac Renouch, parce que c'est lui qui a essentiellement concentré la prise de parole hier soir, a lâché du lest sur un certain nombre de choses, sur les frais de dossier qui ne sont plus de 300 dirhams, mais de 100 dirhams déposés devant une instance, devant un tribunal. L'exonération aussi pour les nouveaux entrants, aussi, des cabinets d'avocats, exonération fiscale pendant une durée de 5 ans. Mais là où le gouvernement, le chef de gouvernement n'a rien lâché, c'est sur la retenue à la source. Donc ça veut dire peut-être que, Nabil Melazouz, c'est que cette retenue à la source va être maintenue pour toutes les professions libérales. Est-ce que vous êtes préparé à ça? Parce que vous dites, nous, c'est pas qu'on demande le retrait, mais en tout cas, ça va être pénalisant, c'est pas pertinent, et ça va être contre-productif, sauf que vous risquez, à mon avis, même s'il y a encore les amendements à la deuxième chambre, devoir composer à partir du 1er janvier 2023 avec l'instauration du régime de retenue à la source. Vous savez, c'est Rachid, il n'y a pas de plus désagréable que d'administrer à un malade, un patient, un médicament sans lui expliquer pourquoi. C'est une administration d'un médicament. C'est-à-dire qu'on ne vous a pas dit pourquoi vous êtes... C'est une mesure. Oui. C'est sûr que c'est pour aller dans le sens de l'équité fiscale. Oui. Mais nous pensons qu'il y a plusieurs manières d'atteindre cette équité fiscale. C'est d'abord témoigner d'ingéniosité et d'intelligence pour aller investir les territoires de nos droit fiscal. Et de non-droit fiscal. Seconde mesure, il va falloir aussi traiter spécifiquement profession par profession, parce que les problèmes ne sont pas les mêmes. Au sein du même secteur, c'est ça que vous êtes en train de dire? Au sein du même secteur, il y a des situations hétérogènes. Et même entre un secteur et un autre. Mais en même temps, j'allais dire, si c'est mis en place, comme d'ailleurs pour les avocats, puisque ça avait été le cas, c'est déductible à la fin de l'année sur la déclaration d'impôt. On est bien d'accord? J'allais dire pour les cabinets d'audit, oui, les cabinets de conseil et d'ingénierie, oui, si c'est mis en place, et on se dirige en tout cas par la mise en place de cette retenue à la source, ça ne va pas coûter plus cher à vos cabinets d'études, à vos cabinets d'audit et à vos cabinets d'ingénierie. En tout cas, c'est présenté comme tel, parfois vous dites jamais sur le budget. De manche. Alors là, si on suppose que la mesure passe et qu'on va vers l'applicabilité, là, c'est un autre problème qui va se poser. Parce que dans la pratique, c'est pour ça qu'on a jugé cette mesure un peu hâtive et, je crois, un peu rapide, trop rapide. Parce que dans l'applicabilité, est-ce que vous pensez que nos bureaux de conseil d'ingénierie, je ne parlerai pas au nom des autres professions, mais ça doit être la même chose, est-ce que vous pensez que nos bureaux de conseil d'ingénierie arrivent à dégager 30 à 40% de bénéfices? Non, jamais de la vie. C'est quoi la marge moyenne d'un cabinet de conseil d'ingénierie? 10-15%, la marge nette, c'est des bureaux performants. Maintenant, quand vous allez taxer à la source, vous allez taxer 20%. Avec déductibilité, hein, on est bien d'accord? Oui. C'est une taxation à l'entrée, mais avec déductibilité à la sortie. Quand vous allez taxer à 20%, vous allez faire une ponction dans la trésorerie. Déjà, nos trésoreries sont déjà malmenées. Et ce n'est pas la peine de vous rappeler pourquoi. Vu la trilogie des crises successives, sanitaires, géopolitiques, climatiques, et j'en passe. Et donc, déjà, la situation n'était pas réjouissante. Et cela, on l'a exprimé maintes fois dans le cadre des commissions mixtes, dans un cadre, je dirais, de concertation responsable et citoyen. Alors, pourquoi je reviens à la surprise de tout à l'heure? Pourquoi on est amplement surpris? Parce que comment ça se fait qu'après tous ces échanges, et après avoir exposé tous les problèmes dont nous souffrons,
on vient avec une telle mesure. Plus que ça, nous avions été même allés proposer et faire la promotion auprès de nos responsables, de nos adhérents, d'opter pour la catégorisation de leur société. C'est quoi la catégorisation? La catégorisation, c'est que c'est un contribuable et qui est à jour de ses obligations, certes qui sera considéré comme un VIP, un contribuable VIP, mais en contrepartie, c'est un contribuable qui est complètement transparent et qui va dans ce sens. Et moi, personnellement, je n'ai pas cessé de plaider, que ce soit dans les réunions de bureau national ou dans les assemblées générales, dans ce sens. Donc pour que tous vos membres aient un véritable statut fiscal et statut en tout cas de basculement en SARL ou autre, en termes de constitution, c'est ça que vous êtes en train de dire? Non, la catégorisation, c'est-à-dire voilà, c'est que la direction des impôts, la direction générale des impôts, oui, normalement, elle a créé ce dispositif il y a plusieurs années. C'était beaucoup plus orienté vers les grandes sociétés. Nous sommes un tissu de moyennes à petites entreprises. Entre TPE et PME. Parce que la plus grande chez nous, elle a 1000 personnes, 1000 collaborateurs. Donc ça reste toujours petit, parce que petit et grand, c'est relatif. Alors par rapport, vous allez prendre d'autres bureaux à travers le monde, vous allez trouver un nombre de collaborateurs de 5 000, 10 000, 20 000 personnes. Alors la catégorisation, c'est quoi? C'est un acte volontariste d'un contribuable qui veut se soumettre à un contrôle volontaire, à une radioscopie de sa comptabilité et de sa gestion pour qu'in fine, il va disposer d'un label. C'est quoi ce label? C'est être catégorisé auprès du fisc. À telle enseigne qu'à un certain moment... Ce qui permet d'accéder à la commande publique. Ben oui, et puis voilà un moyen intelligent de drainer les gens vers plus de transparence, donc plus d'équité fiscale et donc plus de recettes pour l'État. Complètement. Mais juste parce que vous avez dit au préalable, Nabil Belazouz, que justement toutes ces doléances, en tout cas, portées par la Fédération marocaine du Conseil de l'ingénierie, ça avait été formalisé via un courrier qui avait été adressé donc, à la ministre en charge de l'économie et des finances, Nadia Ftia Alaoui. Donc c'était le 31 octobre, on est le 16 novembre. Oui. Donc ça fait 16 jours, c'est bientôt 17 jours, le 17e jour. Pas de retour. Pas de retour. Pas de retour. En même temps, je vous dis ça parce qu'en même temps, deux, c'est pour mettre le curseur, deux, adoption du projet de loi de finances 2023 à la première chambre du Parlement. Ça, c'était vendredi dernier. Donc là, aujourd'hui, c'est la deuxième chambre. Et le dernier target, en tout cas pour le dépôt des amendements, c'est le 30 novembre. Donc, c'est-à-dire dans 14 jours. Donc, je me dis, si on prend si on met ces trois curseurs alignés, est-ce qu'on se dit, voilà, est-ce qu'il y a encore des chances pour vous que, par rapport à vos doléances, qu'on dit que vous qualifiez de contre-productives, de pas pertinentes, être entendu, compte tenu que déjà le premier courrier n'a pas eu de réponse, que le projet de loi de finances a déjà été adopté à la première chambre, et qu'il reste que la deuxième chambre, et grosso modo 2 semaines. En tout cas, nous continuerons notre démarche. Et nous ferons appel à tout moyen ad hoc, toujours dans le cadre de cette concertation, je dirais, dans le cadre de la démocratie participative qui règne dans notre pays, alhamdoulilah. Les cabinets de conseil en ingénierie, les ingénieurs, la matière grise, parce qu'on peut être de taille petite, comme vous dites, de la TPE ou PME, mais en tout cas concentrer beaucoup de matière grise, donc d'être aussi donc une taille qui reste relative. Nous avons aussi des artisans. Vous n'avez pas fait comme pas de sit-in, comme les robes noires, les avocats. Hier, il y avait les pharmaciens, il y avait les dentistes, il y avait les topographes, les géomètres, il y avait les médecins. Vous voulez qu'on arrête les projets d'investissement de l'État? Non. D'ailleurs, j'avais commencé les propos au niveau de la lettre adressée à Madame la Ministre en lui disant que nous sommes toujours prêts pour relever le défi avec les pouvoirs publics et les forces vives du pays, relever le défi, développer davantage la résilience du Maroc, mais nous ne devons pas être les premières victimes d'une mesure qui n'est pas du tout, à notre sens, encore une fois, qui risque de s'avérer dangereuse. Pourquoi dangereuse? Et là, si vous permettez, bien sûr. Dangereuse, pourquoi? Parce qu'en fait, quelle image on va dégager envers l'investisseur étranger?
qui va venir au Maroc. Le Maroc, jusqu'à maintenant, alhamdoulilah, est connu pour ses institutions, est connu pour sa modération, est connu pour ses décisions réfléchies, avec beaucoup de retenue. Vous n'avez qu'à voir au niveau de la diplomatie marocaine comment le Maroc est considéré. Et donc, ce n'est pas un pays où on prend des décisions intempestives. Et donc, ça va faire du mal déjà à l'image du Maroc. Mais est-ce que ça va faire du mal, je veux dire, le fait d'aller vers plus de transparence, d'équité et de civisme fiscal. Est-ce que ça fait du mal? Est-ce que ça peut faire du mal? Ça peut ternir l'image de notre pays, ça, auprès de la communauté d'investisseurs étrangers? Non. Quand on va vers l'équité fiscale, au contraire, l'image ne sera que je dirais, améliorée. Mais lorsqu'on prend des décisions je dirais que contradictoires avec déjà les mesures existantes, vous savez, un investisseur, c'est comme un PC, c'est comme un ordinateur. Donc, quand vous lui donnez un ordre et un contre-ordre, il va bugger. Alors, autant on présente le Maroc comme le pays où il y a beaucoup d'avantages, où il y a de l'incitation à l'investissement, et autant on vient avec des mesures qui se contredisent entre elles. Donc on avait compris, vous allez militer jusqu'au bout, je vais dire de manière pacifique, mais en tout cas concertée, c'est le terme que vous avez employé. Donc il ne faut pas s'attendre à un sit-in des cabinets de conseil d'ingénierie devant le Parlement, comme l'ont fait les... Pourquoi pas, c'est là... il vous reste 15 jours, il faut aller vite. Hein. Écoutez, moi je ne suis que l'humble président de cette fédération. Si mes adhérents, et puis aussi, la semaine prochaine on aura une réunion, et si nos adhérents optent pour cette solution-là, vous descendrez dans la rue, vous serez devant le Parlement. Mais est-ce que donc ça, on a parlé de la retenue à la source, mais en tout cas, si elle est maintenue, vous allez devoir composer avec? Parce que les avocats, c'est maintenu. Malik Sy, ils ont eu gain de cause sur d'autres choses, mais en tout cas, le retenue à la source est maintenu pour les avocats. Donc ça risque d'être étendu, en tout cas, à toutes les professions libérales, dont la vôtre. Mais est-ce qu'il y a un autre point de tension aussi dans cette nouvelle disposition fiscale, l'IS? Est-ce qu'il y a des choses qui peuvent être dérangeantes pour vous ou pas? Moi, je crois que ce qui est dérangeant pour nous, c'est surtout la taille de notre marché, qui a une taille qui n'est pas naturelle. Parce que naturellement, notre marché devait être développé beaucoup plus que ce qu'il est aujourd'hui. Comme vous le savez, nous agissons dans la chaîne de valeur des projets, depuis la planification, passant par la programmation, la conception. C'est intéressant, Abdel Menazou, excusez-moi, parce qu'en fait, j'ai en face de moi, c'est vous qui portez tous les projets d'infrastructure, les grands chantiers publics, parce que très souvent, on est là, on prend sa voiture, on roule sur une autoroute, ou on traverse un viaduc, un pont ou autre, mais en fait, derrière, c'est l'ingénierie. Très humblement, on est... C'est ça, juste pour bien situer les... On est présent transversalement, ouais. On est une sorte de courroie de transmission entre le bailleur de fonds, le promoteur de projet, celui qui exécute le projet. Et donc, on est présent pratiquement dans toutes ces phases-là. Au jour d'aujourd'hui, ce qui est le plus visité par les donneurs d'ordre et par les entreprises, c'est surtout la partie conception. Encore faut-il qu'il y ait suffisamment de marge de manœuvre pour proposer des variantes, et la partie suivie de réalisation. Mais la partie planification, programmation, c'est la partie pilote, la partie drive. Et puis la partie évaluation et amélioration, donc là, on n'est pas assez présent. Et pas assez impliqué par les pouvoirs publics et on est bien entendu par nous, les donneurs d'ordre. On est impliqué par certains donneurs d'ordre, oui, mais pas par d'autres. C'est ce qui fait que le taux, c'est ce qui se répercute sur le taux sur la part du conseil de l'ingénierie dans l'investissement de manière générale. Sur un investissement, on va parler d'ailleurs, parce que d'ailleurs, on va revenir un petit peu sur le projet de loi de finances 2023. Donc le gouvernement a programmé en tout cas 300 milliards de dirhams d'investissement public. Oui. Je crois que la moitié, à peu près 140 milliards, ça sera porté par les offices et les établissements et les entreprises publiques. Donc la part de l'ingénierie dans ce volume d'investissement global... Je vais vous donner un exemple. Elle se situe à combien ? Je suis toujours prudent par rapport aux chiffres, mais je vais vous donner un exemple que je maîtrise bien. C'est celui des infrastructures. Alors, les infrastructures au Maroc, il y a 3 ans, on était je crois, à 30 milliards, 34 milliards. Cette année, on est à 35 milliards, 37 milliards. D'investissement dans les infrastructures. Oui. Alors,
Il y a 3 ans, on était à peine à 2%. Bon, bien sûr, pour un projet comme la LGV, la part du conseil d'ingénierie peut aller jusqu'à 7-8%. Pour des projets comme les barrages, ça peut aller à plus. Pourquoi? Parce qu'il y a les reconnaissances qui sont comprises dans le conseil d'ingénierie. Mais en moyenne, c'est du 2%. Cette année, on a fait un mieux. On est à 4%. On a doublé. Mais par rapport au politiquement correct à travers le monde, c'est entre 8 et 10%. Donc ça veut dire 300 milliards si vous passez de 2 à 4%, ça veut dire que vous êtes autour de 5-6 milliards. Vous allez être en 2023. Il y a des nuances d'un secteur à un autre. C'est pour ça que je vous ai donné le secteur des infrastructures, parce qu'il est beaucoup plus maîtrisé que les autres secteurs. Lorsque le ministère de l'équipement et de l'eau, parce que c'est malheureusement toujours d'actualité avec cette nouvelle menace, en tout cas d'année sécheresse, l'annonce qui a été faite par le ministre de l'équipement et de l'eau, Nizar Baraka, construction de 9 barrages, je crois, de nouveaux barrages en tout cas, stationnement des salles d'eau de mer. Là, vous êtes directement concerné. Ah oui. Alors c'est intéressant parce que d'un côté, les pouvoirs publics vous demandent pas vous taxer plus, mais en tout cas vous imposer entre guillemets un régime fiscal différent avec la retenue à la source et une taxe parafiscale en tout cas à hauteur de 20%. Mais de l'autre côté aussi, ils vous donnent du boulot. Et c'est pas terminé. Ouais. Cette abnégation. D'ailleurs, je me rappelle en période de la Covid. La question nous avait été posée, à savoir, est-ce que vous allez délester, donc vous allez vous débarrasser d'une partie de votre personnel. Vous savez que le secteur de conseil d'ingénierie, c'est là où, c'est parmi les rares secteurs qui s'est délesté le moins. Pourquoi? Bon, il y a 2 raisons. Il y a une raison intrinsèque. Solidarité, humanité, tout ça. Raison intrinsèque d'abord, hein. Pour être crédible, il faut commencer par la raison égoïste. Parce que d'abord, nous avons un secteur qui se base sur la compétence, sur l'expérience. Donc sur l'humain. Alors vous imaginez qu'on va se débarrasser, entre guillemets, d'une compétence qu'on a formée pendant une dizaine d'années, une quinzaine d'années. On ne peut pas. Et puis aussi, par solidarité, parce qu'on ne peut pas laisser un chantier. Vous savez, dans un chantier, on n'est pas tout seul. Tout à l'heure, je parlais de ressemblance avec les architectes et les topographes. C'est dans ce sens-là. On n'est pas tout seul. Et on n'a pas la main, nous. Dans un chantier, on est dans un écosystème. Il y a le bailleur de fonds, il y a le maître d'ouvrage, il y a le promoteur, le maître d'ouvrage, l'ingénierie, la maîtrise d'œuvre architecturale, la maîtrise d'œuvre ingénierie. Et puis, avec tout ce qui s'ensuit, les laboratoires, parce que nous avons aussi, avec nous, les laboratoires, les bureaux de conseil pour faire les audits et tout ça. On ne peut pas arrêter ce train-là. Donc c'est un orchestre. En tout cas, juste par rapport à cette question, si vous permettez, Nabil Nazout, donc le projet de loi de finances 2023, 300 milliards de dirhams d'investissement programmés. On sait que généralement, le taux de réalisation, il est autour de 65%. Est-ce que vous, là-dessus, c'est plutôt une bonne nouvelle? Autant vous dites la mauvaise nouvelle, c'est l'instauration de la retenue à la source, mais de l'autre côté, de se dire voilà, que le fait que l'exécutif augmente de 50 milliards de dirhams l'investissement public, est-ce que pour vous c'est plutôt une bonne nouvelle? Dans ma lettre, j'ai commencé mes propos et les propos de la fédération, au nom de la fédération, en disant que la loi de finances enferme des choses positives. Donc ça c'est plutôt une bonne nouvelle. On ne peut pas être nihiliste. Est-ce que le fait, ça avait déjà été annoncé d'ailleurs en juillet dernier, mi-juillet de mémoire, l'aide de cadrage du projet de loi de finances 2023 qu'on connaît aujourd'hui, qui est en débat actuellement à la Chambre des conseillers, le fait qu'il y ait une demande express adressée à tous les ministères de pratiquer un peu d'austérité budgétaire, de rationaliser tout ce qui est dépenses et dépenses publiques. Et dans dépenses publiques, on peut aussi imaginer qu'il y a tout ce qui touche, en tout cas, recours au consulting et au conseil. Est-ce que c'est une dépense, le conseil d'ingénierie? Je vous pose la question. Est-ce que c'est une dépense? Beaucoup considèrent que c'est un investissement. C'est la question qu'on doit se poser chaque fois. Parce qu'en fin de compte, vous savez, à l'échelle mondiale, il y a ce qu'on appelle la DGI, la dépense générale en ingénierie. Et vous savez que cette DGI, elle est le baromètre de développement d'un pays qui se respecte. Donc plus cette DGI est importante, et plus on est compétitif. Hier, on avait le forum le mardi des branches industrielles, et j'avais donné cet exemple. Il y a 50 ans, l'industrie allemande était en avance par rapport à l'industrie française de 2 ou 3 fois, et ils avaient fait un diagnostic.
Et l'étude est très intéressante. Ça a été fait par des gens, par des experts qui se respectent, de haute facture. Et ils ont diagnostiqué. Alors, ils ont trouvé qu'il y avait 3 éléments essentiels. Premièrement, la formation. Et tout le monde sait la réussite de la formation duale chez les Allemands par rapport au système francophone. Deuxièmement, c'est l'ingénierie. Personne ne peut contester l'avance que l'ingénierie, depuis toujours, allemande. Et puis, troisièmement, l'innovation. Et là, quand on parle d'innovation, ce n'est pas seulement l'innovation scientifique et technologique. C'est d'abord l'innovation dans nos approches. Parce que s'il n'y a pas d'innovation dans nos approches, il n'y aura pas d'innovation scientifique et technologique. Et là, c'est aussi simple que ça. Lorsqu'on parle de l'acte d'achat, tout à l'heure, vous avez cité un chiffre, c'est bien. Nous trouvons que c'est positif, c'est très bien. Mais encore faut-il bien réfléchir à cet acte d'achat. Parce que l'acte d'achat n'est pas un acte anodin. Quand on achète... Ça conditionne beaucoup d'autres choses. Ça conditionne... D'ailleurs, tout le nouveau modèle économique du Maroc, on doit l'avoir en tête avant de faire le moindre acte. A fortiori, quand on est acheteur public et quand on est capable de façonner tout un écosystème, de faire naître de nouvelles industries, de nouvelles activités, et peut-être de faire périr d'autres. Valeur aujourd'hui, Nabil Benazouz, si vous permettez, donc effectivement, on le voit, le combat, entre guillemets, il est sur ces nouvelles dispositions fiscales retenues à la source qui vous dérange. Ce qui ne vous dérange pas, et qui, au contraire, qui vous va relativement bien, c'est le fait que l'investissement public va être relevé à la hausse à 300 milliards de dirhams. Mais moi, mon interrogation, c'est de me dire, valeur aujourd'hui, il y a aussi l'inflation. Oui. Voilà. Alors, moi, j'ai été un peu surpris que dans les revendications des professions, de certaines professions libérales, ça n'ait pas été mis en avant auprès des pouvoirs publics. Et là, vous êtes en plein dedans, parce que vous parlez de tous ces maillons de la chaîne qui interviennent dans votre écosystème. Il y a l'inflation qui prend une place prépondérante là-dessus. Et j'ai été surpris que votre fédération n'ait pas, dans son courrier adressé à Nadia Ftih Alaoui, parce que vous l'avez rendu public, le courrier, vous êtes dans la transparence la plus totale, Nabil Benazouz, c'est qu'il n'y a pas eu de revendication dans ce sens. C'est voilà, Madame la ministre aussi, Monsieur le chef de gouvernement, vous, Mesdames et Messieurs les ministres, c'est que nous, on est confrontés aujourd'hui à une conspiration inflationniste. Et voilà, le secteur du BTP, on l'a bien vu, on a payé le lourd tribut. Et continue un peu à le faire, notre industrie aussi, nos intrants, nos semi-fabriqués, voilà. Là-dessus, il n'y a pas de revendication et ça m'a surpris. C'est implicite. C'est implicite. C'est un petit peu à l'image de notre intervention et notre rôle dans tout projet d'investissement. On est dans la trame de base. Et je m'explique. On se base et on s'appuie sur des ressources humaines. Lesquelles ressources humaines? Ce sont des citoyens comme vous et moi. Et donc, ils vont aller au marché, ils vont acheter cher, le coût de la vie s'est enchéri d'une manière astronomique, et ça va toujours crescendo, donc ça n'a pas l'air de se calmer. Ajouter à cela d'autres stress, hydriques et j'en passe, et donc... Énergétique. Maintenant, nous, on travaille avec qui? On travaille soit avec les donneurs d'ordre, soit avec les entreprises. Prenons les entreprises. Les entreprises ont un problème sérieux vis-à-vis de l'inflation, parce qu'ils achètent cher, depuis l'énergie jusqu'à dernier clou. Ils achètent cher et ils vendent cher. Ils vendent cher. Et ils vendent cher, c'est pas toujours le cas. Hein. Avec la tendance baissière, non. De toute façon, en tout cas pour les entreprises de bâtiments de travaux publics, c'est pas évident. Hein, parce qu'actuellement, il y a une tendance, enfin actuellement, ça fait 3 ou 4 années que ça dure, il y a une tendance baissière des prix qui est due à plusieurs raisons. Peut-être on aura l'occasion de l'examiner. Mais il y a une tendance baissière qui fait qu'ils arrivent à peine à rentrer dans leurs frais. Hein, en tout cas, on voit bien que l'inflation... S'ils ne sont pas perdants. L'inflation est là. Est-ce que le vrai sujet pour vous, Nabil Benazouz, c'est de rentrer dans un dialogue apaisé, dynamique avec les pouvoirs publics sur ces nouvelles dispositions fiscales qu'ils veulent vous imposer, ou c'est d'aller sur le terrain de l'inflation qui risque de perdurer en 2023 et qui risque de rendre encore un petit peu plus compliqué les choses? Parce que moi je me dis, voilà, on ne peut pas courir plusieurs lièvres à la fois. Je me dis, est-ce qu'aujourd'hui, le véritable challenge, est-ce qu'il n'est pas sur l'inflation plutôt que sur la retenue à la source? Le véritable challenge, il est dans la vision globale. Il est dans l'approche
exhaustive. On n'est jamais assez exhaustif, mais en se concertant, en échangeant, on tend vers cette exhaustivité. L'exhaustivité, ce n'est pas un objectif qu'on peut atteindre, mais auquel on peut tendre. Et de la discussion jaillit la lumière. Et donc on peut jamais, on a beau avoir des ratios, des équations. Vous savez, même chez nous, au niveau de la fédération, nous avons des ingénieurs qui ont souvent des têtes bien faites, mais ça ne veut pas dire que nous pouvons applaudir tout seuls. Donc nous devons coopérer, co-construire avec les autres forces vives du pays. Vous savez, le premier que vous rencontrez dans un bureau de conseil d'ingénierie, peut-être le coursier, est aussi important que l'ingénieur, parce que sans lui, l'appel d'offres, la soumission à l'appel d'offres tel ne sera pas acheminé, et donc le bureau va perdre l'affaire. Donc on a besoin de tout le monde. Complètement là-dessus, puis je suis sur l'inflation. Ces cabinets d'ingénierie et de conseil aussi, parfois en tout cas on se dit, parce que j'ai préparé votre venue, voilà, vous êtes confrontés, déjà il y a l'inflation, les conséquences directes ou indirectes de l'inflation, et aussi par la concurrence internationale. Alors je me dis, parce que j'ai vu le courrier, Nabil Benazouz, le courrier qui a été adressé, il n'a pas parlé de Made in Morocco, de préférence nationale, mais en tout cas d'élargir un petit peu la route, en tout cas d'accès à la commande publique. Et j'ai senti ce qui transpirait, en tout cas si vous me permettez, ça a été ma lecture, de dire voilà, est-ce que c'est pas de jouer la concurrence internationale est là, faites aussi en sorte, aussi parce que vous voulez nous taxer un petit peu plus, ou en tout cas nous compliquer les choses du point de vue fiscal, mais ouvrez-nous peut-être aussi un petit peu plus l'accès à la commande publique. Est-ce que j'ai bien lu ou pas ? Non, vous avez bien lu, mais il y avait des interlignes, il y avait des sous-entendus. En fait, pourquoi ? Parce que en cette période où on a intérêt à bien utiliser son temps pour relever les défis ensemble. Je n'ai pas voulu charger Madame la ministre et les autres ministres en leur rappelant ce qu'on a déjà exposé devant eux en commission mixte. Nous croyons dans la manière, je dirais, sereine et, je dirais, intellectuelle de traiter les problématiques. On ne traite pas les problématiques dans l'émotion ou bien dans la réactivité rapide, non. Ou par du nationalisme, du patriotisme ? Oui ou non ? Il suffit il y a une pincée un petit peu, non ? C'est sûr. Ce que je veux dire, le Made in Morocco aujourd'hui pour vous, oui. La préférence nationale... Tout est lié. Est-ce que c'est quelque chose que vous seriez en capacité, j'ai envie de dire, de négocier avec le chef de gouvernement et le gouvernement ? C'était voilà, comme avec les avocats d'ailleurs. Oui. Donc vous nous imposez la retenue à la source, ok. Mais nous, ce qu'on aimerait aussi, c'est avoir un accès plus fluide à la commande publique et que surtout le ratio des marchés publics, en tout cas entre les marques internationales et nous, voilà, soit un peu plus rééquilibré. Dans ce sens-là, il y a eu des efforts de fournis en matière de préférence nationale. Bon, il y a déjà le pourcentage des 15% qui n'était pas tout à fait appliqué partout, mais avec... ça, c'est le quota. Avec la venue de la nouvelle équipe, c'est devenu une réalité. Mais il y a encore des efforts à fournir parce qu'en fin de compte, encore une fois, pour que je reviens au mot surpris. On a été surpris parce que on a exposé la situation dans sa globalité et on a bien expliqué comme quoi c'était lié. Et nos interlocuteurs avaient bien compris le message et ils étaient même d'accord avec nous, ils partageaient le même avis. Donc notre surprise, comment ça se fait qu'on soit convaincu que tout est lié, c'est que c'est à l'image du cube magique. Un cube magique, si vous essayez d'arranger une face sans penser aux autres faces, vous n'arriverez jamais. Mais en même temps, est-ce qu'il était possible dans le cadre du projet de loi de finances 2023 par ce gouvernement d'exclure ou en tout cas de mettre de côté les cabinets d'études et d'ingénierie au milieu de cette forêt de professions libérales ? Parce que c'est peut-être l'approche globale qui a fait que, même si effectivement vous aviez conversé avec eux, qu'ils étaient parfaitement au courant, que vous avez partagé votre situation et qu'ils la connaissent parfaitement, mais que du coup ils ne pouvaient pas non plus accorder, j'allais dire, un statut particulier à votre profession. D'ailleurs, nous ne demandons pas un statut particulier. Par contre, nous demandons une approche spécifique. Un traitement spécifique. Il y a une différence. Parce que l'approche peut différer tout en ayant le même traitement à la fin.
Mais, bien sûr, moyennant des déclinaisons pertinentes avec les spécificités du métier. Alors, revenons justement à l'export et à la compétitivité et à la souveraineté marocaine en matière de production et de prestations. C'est lié, cher Rachid. C'est lié, pourquoi? Parce que, finalement, si vous n'arrivez pas à convaincre et à s'imposer chez vous, vous ne le ferez pas ailleurs. C'est clair. Si vous êtes malmené chez vous par une mesure qui peut être justifiée par ailleurs, mais et qui va vous mettre mal à l'aise, comment voulez-vous faire la promotion de tout ce qui est Made in Morocco? Pas seulement Made in Morocco. Thought by Moroccan people. Parce que Pensé par les Marocains. Parce que nous, on est au niveau de la pensée, on est au niveau de la conception. Pas seulement fabriqué. Et avant fabriqué, il y a déjà la planification et la conception. Maintenant, si vous voulez qu'on aille dans ce sens-là, vous ne pouvez pas, d'un autre côté, freiner avec une mesure, je dirais... Cette mesure fiscale, si elle est mise en place, la retenue à la source, ça va... C'est un frein inopportun. Mais en même temps, est-ce que ça ne va pas créer renchérir, en tout cas, le coût de vos honoraires, de vos prestations? Je ne crois pas. Je ne crois pas. Parce qu'avec la tendance baissière que nous vivons aujourd'hui, je ne crois pas. Je vais vous dire, je vais donner les deux raisons essentielles de la tendance baissière. Tout à l'heure, je l'ai évoqué. Il y a d'abord une raison qui provient du promoteur du projet lui-même, du donneur d'ordre, qui d'emblée, souvent, fait une estimation qui dévalorise la prestation. Au-dessous. La prestation du cabinet de... Maintenant, une prestation qui coûte 5 millions de dirhams, il va l'estimer peut-être à 2 millions de dirhams, ben vous en aurez pour votre argent. Déjà ça. Alors maintenant, il y a une autre raison qui incombe à nos opérateurs, à nos adhérents, parce qu'il faut faire son mea culpa aussi de temps en temps, sinon on n'est pas crédible. Une fois cette estimation faite, mal faite peut-être, c'est pas terminé, on n'est pas au bout de la chaîne, on n'est pas au bout de nos peines. Hein. Eh bien, ces 2 millions de dirhams, disons qu'elle va être estimée à 60% de sa valeur. Donc déjà, on est à 60%. Celui qui va soumissionner va offrir un prix. Au jour d'aujourd'hui, ça varie entre 50 et 70% de la valeur estimée. Ça veut dire qu'on est à quoi? On est à 60 fois 60. Si ça fait 36, on est à peine à 40% de la valeur avec laquelle doit se faire la prestation correctement. Est-ce que ça veut dire pour ces où est la compétitivité? Si on fait des prestations à ce prix-là, où est la compétitivité? Encore moins, déjà la compétitivité au niveau du Maroc, encore moins à l'étranger. Est-ce que ça veut dire que lorsqu'on est automobiliste, et ça nous arrive malheureusement, en tout cas trop souvent, des routes mal choisies, où il y a des œufs de poule comme ça, ça veut dire qu'initialement au départ, on a compressé la prestation et les honoraires du cabinet de conseil d'ingénierie, donc ce qui fait qu'en fait on a sous-estimé aussi des charges, on a sous-estimé l'effectivité, l'apport et la valeur en fait du juste prix qu'il aurait fallu payer pour avoir aussi une chaussée, des routes, des autoroutes, une infrastructure en tout cas de qualité. Est-ce que c'est le cas? Je vais vous raconter une anecdote qui s'est passée dans les années, enfin qui m'a été racontée. C'est vrai, j'ai des cheveux blonds, mais pas jusqu'à témoigner de cette anecdote qui s'est arrivée, qui a eu lieu dans la ville de Kénitra, au Maroc. Dans la ville de Kénitra, il y avait une base américaine. Alors, à leur départ, les Américains avaient tendance à vendre leurs biens, y compris leurs voitures et tout ça, leurs frigos, à des prix imbattables. Bon, pour les frigos, il n'y a pas de souci, mis à part le problème des pièces de rechange, il n'y a pas de souci. Mais pour la voiture, certains Marocains se retrouvaient avec des Chevrolet, des Buick, des salons roulants à un prix dérisoire. Donc c'était l'aubaine. Et les gens se battaient pour avoir cette voiture-là. Quelques mois après le départ des Américains, nos chers Marocains ont découvert que les voitures américaines consommaient beaucoup. Et à l'époque, c'était du 20%, 18-20%. Par la suite, quelques années après, 1 ou 2 ans, il y avait des pannes. Les réparations, les entretiens. Les rechanges. Pourquoi je vous dis ça? C'est le prix global. Il faut comparer les choses comparables. Maintenant, le conseil d'ingénierie, c'est quoi son rôle? Son rôle, c'est justement, quand il vous prémunise en phase planification-programmation, pour faire de bons choix. Quand vous dites que tel projet, abstraction faite à l'agenda politique, que tel projet va durer 3 ans, sur quelle base vous avez fait ça?
Sur la base d'hypothèses. Et ne me dites pas que vous l'avez fait sur la base d'analogie. C'est pas parce que ce projet, il fait les 2/3 de l'autre, donc je vais prendre les 2/3 de la durée. C'est pas ça. Vous avez estimé ce projet-là à, je sais pas, à 100 milliards. Sur quelle base vous l'avez fait? Sur la base d'hypothèses. Bien préparées, bien réfléchies. Et donc, sur la base d'itération. C'est ce qu'on appelle une analyse des risques. Et cette analyse des risques tout azimut, c'est le conseil d'ingénierie qui l'a fait, et surtout qui la suit. Et tout à l'heure, en aparté, vous me parliez de suivi. C'est important le suivi. D'accord, vous avez lancé des hypothèses, mais encore faut-il vérifier est-ce que ces hypothèses-là, ça reste toujours valable. Et auquel cas, si ce n'est plus valable, vous allez dire aux donneurs d'ordre et aux maîtres d'ouvrage, attention, vous risquez d'avoir du retard, maintenant vous allez faire du fast-tracking. Alors le fast-tracking, ça va coûter. Et au final, ça coûte toujours beaucoup plus cher. C'est comme à l'aéroport. Quand vous faites du fast-tracking, vous allez payer par vos miles, etc., pour passer plus rapidement le contrôle douanier et le contrôle complètement. policier. Dernière petite question, Nabil Benazouz. Discours du souverain, c'était en 14 octobre dernier. Oui. Donc avec l'annonce en tout cas et la volonté de booster l'investissement privé et de le hisser à 550 milliards de dirhams à l'horizon 2026, donc sur un train de 100 milliards de dirhams d'investissement privé. Et en toile de fond, d'inverser la courbe d'ailleurs, de faire que le ratio d'investissement privé soit les 2/3 et que l'investissement public soit le 3e tiers. Est-ce que là-dessus, vous dites, voilà, nous, on est partie prenante aussi, et que l'investissement privé, parce que des fois, c'est ce qu'on ignore peut-être trop souvent, ben c'est vous. C'est vous qui faites partie de ces grands investisseurs privés, en tout cas, de l'économie nationale. Si on n'est pas de grands investisseurs, on est facilitateur et accompagnateur des grands investisseurs. On est une sorte d'éclaireur, sans prétention aucune. Et là, la réponse à votre question, c'est que nous, on se sent concernés depuis le début. D'ailleurs, déjà à l'avènement de la demande, de l'appel à suggestion pour le nouveau modèle de développement, nous avons été parmi les professions. Et on a contribué, on a mis notre grain dans le moulin. Tout simplement, on a essayé de contribuer par notre rôle transverse, présent dans toutes les phases, comme je disais tout à l'heure, et de contribuer à la convergence des programmes stratégiques du pays. À l'époque, il y avait une quinzaine de programmes stratégiques. Bon, maintenant, ce problème de convergence, il est relativement mieux traité qu'avant, oui, mais c'est toujours d'actualité. Il a coûté très cher, en tout cas. L'absence de convergence a coûté cher et continue à coûter cher. C'est l'absence de coordination, de toute façon, ou l'insuffisance de coordination. En tout cas, et permettez-moi juste de rajouter une chose, c'est que par rapport au discours de Sa Majesté d'octobre, effectivement, il a encouragé, il a appelé à l'investissement privé. Et nous avons été au rendez-vous. Ne serait-ce que la semaine dernière, on a inauguré notre association régionale à Dakhla. Soit 2 ans après avoir ouvert une association régionale à Lyon. Et donc, on est en train de suivre la tendance du pays. Pourquoi? D'abord, de par notre souci de citoyen, d'abord. Parce qu'avant d'être ingénieur, on est des citoyens. Et puis, si en plus, on a un outil peut-être influençant, impactant, c'est de notre devoir de le mettre, de faire contribuer, de faire bénéficier notre communauté. Et puis l'avant-dernier discours de Sa Majesté, je me rappelle très bien, c'était en octobre 2021, où il a parlé clairement de nouveaux paradigmes basés sur le gouvernement, les organismes sociaux et les opérateurs économiques. Et on ne peut plus clair que cela. Complètement. Et comme le gouvernement aussi parle aujourd'hui de la retenue à la source pour l'ensemble des professions libérales qui devraient en tout cas être effectives à partir de Mais on doit revenir à ce paradigme 2023 et qu'il vous reste 15 jours. Alors, je ne sais pas si vous êtes marathonien ou sprinter. Nabil Benazouz, plutôt marathonien ou plutôt sprinter? Moi, plutôt marathonien. Je m'inscris dans le moyen et le long terme et on finit par avoir gain de cause à moyen et long terme. Donc vous êtes confiant pour avoir gain de cause. Mais tout en faisant des choses à court terme. Parce qu'il ne faut pas qu'on attende trop longtemps et qu'on ne trouve plus de cheval de bataille. Merci en tout cas infiniment à vous. C'est moi. Nabil Benazouz, je rappelle président de la Fédération marocaine du Conseil et de l'ingénierie, qui a été, j'ai vu un gratin un petit peu, créé en 1976. Tout à fait, on est parmi les fédérations les plus anciennes. J'ai vu un petit peu ça. Et vous êtes président depuis 2016. 2016, tout à fait. Donc vous continuez, vous voulez assurer moi, en venant, j'ai instauré la limitation du nombre de mandats déjà. À combien d'eux?
à deux. Parce que les politiques, vous avez vu, au départ c'était 2 mandats, après ils en font un 3e, certains ils en font un 4e. Non, Donc est-ce que c'est le cas? avant on avait des mandats qui étaient de 2 ans, mais qui étaient prolongés artificiellement de 3 ou 4 ans. Alors on s'est dit, on va prendre des mandats de 4 ans et on en finit. En prévenant tout le monde à l'avance. Voilà, Pas de surprise. Et en organisant des assemblées générales Régulièrement. à la bonne date surtout. Parce que vous savez, c'est très dangereux une association quand elle n'est pas en règle du point de vue juridique. Elle peut même délaisser ses propres droits pour cela. Hein. Complètement. Merci en tout cas une fois de plus à vous. C'est moi. Nabil Melazou, je rappelle président de la Fédération marocaine du conseil et de l'ingénierie. Et puis bon marathon. Merci, on s'échauffe.